Frères et sœurs, avant de commencer le discours, Inch'Allah, je voudrais vous informer sur l'exposition que nous allons faire dans le salle, Inch'Allah, l'exposition de fossiles. Ça va commencer dans une demi-heure. Donc, je m'appelle Alessandro Lenghi. Je suis un membre de la fondation de la recherche scientifique qui se trouve en Istanbul, Turquie. Et je représente M. Adnan Oktaş. Et donc, ce soir, on va parler du sujet de l'origine de la vie, la théorie de l'évolution. Est-ce que c'est une théorie scientifique? Est-ce que ça peut apporter une explication sur l'origine de la vie? D'autre part, il faut un petit peu parler sur l'importance de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, quand il a été supposé par Charles Darwin à la deuxième période du 19e siècle, il a essayé d'apporter une autre explication qui ne laisse pas d'espace pour une intelligence, pour un créateur. Donc, cette théorie a été la base soi-disant scientifique pour l'athéisme et le matérialisme. Donc, c'est très important pour les musulmans, pour les croyants, pour comprendre et pour pouvoir expliquer la réfutation de la théorie de l'évolution. Parce qu'on va voir que la théorie de l'évolution n'est pas scientifique. Ils n'ont aucune preuve scientifique qui peut apporter sur les sujets que je vais parler maintenant, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne le sujet de l'origine de la vie, si vous voyez un être vivant devant vous, il peut y avoir seulement deux explications possibles. La première explication, c'est la création, que tous les êtres vivants ont été créés par une intelligence supérieure. La deuxième explication, c'est la théorie de l'évolution, qui suppose que tous les êtres vivants sont des résultats des chances et des coïncidences, et tous les êtres vivants sont descendus d'un ancêtre commun, d'une unicellulaire, d'une vitalité unicellulaire, disons des milliards d'années d'avant. Donc le fait qu'on a seulement deux alternatives, deux réponses différentes, est aussi accepté par les scientifiques évolutionnistes, Douglas Futuyma et un d'eux. Douglas Futuyma dit: quand nous regardons la vie sur Terre, nous voyons que la vie émerge tout à coup. Si nous voyons que la vie émerge tout à coup, avec sa forme parfaite et complète, alors nous devons admettre que la vie est créée, non le résultat du hasard. Donc, ce qu'il dit, c'est si on voit la vie, tous les êtres vivants, qui apparaissent soudainement, tout d'un coup, donc il admet qu'on doit accepter qu'ils ont été créés par un créateur. Donc, on va analyser ça dans les slides suivants, Inch'Allah. Donc, nous avons des questions à poser aux défendeurs de la théorie de l'évolution. La première question, c'est si un tel processus évolutif a eu lieu dans le passé, donc nous devons comprendre l'origine de la vie. Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Quelle est l'origine? Comment se fait-il que la première cellule vivante a été formée sur la Terre? La deuxième question, c'est quels sont les mécanismes de l'évolution? Quels sont les pouvoirs qui poussent ce processus évolutif? Et la troisième question, c'est si toutes les espèces sur Terre étaient le résultat de l'évolution, alors il aurait dû y avoir une vaste quantité de preuves de fossiles. Existe-t-il de tels fossiles? Nous savons que les fossiles sont des preuves scientifiques qui nous montrent le passé des êtres vivants. Est-ce que nous avons des fossiles qui prouvent ce processus-là? Donc, je vais expliquer dans mon discours d'une manière très simple, Inch'Allah. Si vous avez des questions en détail, Inch'Allah, après le discours, nous allons avoir des questions. Mais d'une manière très simple,
la première cellule, l'origine de la première cellule, c'est inexplicable par les évolutionnistes parce que même un seul protéine, l'origine d'un seul protéine, les évolutionnistes ne peuvent pas expliquer l'origine d'une seule protéine parce que c'est pratiquement mathématiquement zéro, et pour produire un seul protéine, vous avez besoin des autres protéines. Disons, plus de 100 différents types. Pour la production d'une seule protéine, il faut 100 protéines diverses, pas une ou deux. Donc, si les autres protéines n'existent pas, vous ne pouvez pas produire, c'est un fait scientifique, vous ne pouvez pas produire des autres protéines. Et ce n'est pas suffisant encore. Disons que dans la cellule, il y a beaucoup d'organelles. Par exemple, la mitochondrie, endoplasmique réticulum, le nucléus, le Golgi apparatus, le membrane de la cellule. Donc, vous devez avoir tous ces organelles-là existants, tout fonctionnant parfaitement. Et si un de ces organelles-là est absent, vous ne pouvez pas produire un seul protéine. Ce n'est pas possible du tout. Et de plus, la cellule vit d'une manière très intelligente. Par exemple, la membrane, c'est quelque chose d'intelligent. Disons, s'il y a un virus, par exemple, qui essaie d'entrer dans la cellule, la membrane est capable de comprendre, de voir et de faire des plans. Elle est capable de faire des plans pour le futur. Donc, il voit que le virus n'est pas bon pour la cellule, donc il ne laisse pas rentrer. Et de plus, d'autre part, par exemple, si une molécule de sucre qui veut rentrer dans la cellule, la membrane est capable de comprendre que c'est bon pour la cellule, donc il laisse rentrer. Donc la membrane est quelque chose d'intelligent. D'autre part, la cellule c'est si complexe que si même vous avez tous les matériaux nécessaires, invivantes, pour produire une seule cellule, ce n'est pas possible dans le temps, ou ce n'est pas possible par les expériences dans les laboratoires. Si on peut faire une allégation, une comparaison. Par exemple, réfléchissez à un grand bâtiment, disons un gratte-ciel. Vous savez très bien que l'élément base des gratte-ciels, c'est du ciment, du fer, n'est-ce pas? Il y a les fenêtres, les portes, les systèmes de chauffage, les systèmes d'électricité. Et donc, tous les matériaux nécessaires, vous le prenez et vous le jetez sur la rue. Est-ce qu'il est possible que tous ces matériaux nécessaires pour produire un gratte-ciel peuvent construire un gratte-ciel dans le temps, par les chances, par les conditions de temps? Est-ce que c'est possible? Non, bien sûr non. Parce que nous savons très bien que pour construire un gratte-ciel, vous avez besoin de l'intelligence. Disons des ingénieurs. Des ingénieurs doivent faire des plans et vous avez besoin des ouvriers. Les ouvriers doivent travailler sur ces plans et faire la construction de ces gratte-ciel. Donc, similairement, si vous avez tous les mêmes matériaux nécessaires, disons les protéines, les aminoacides, le Golgi apparatus, tous ces organelles-là, si vous les avez dans la main, donc ce n'est pas possible par la chance, parce qu'on a compris que quand nous sommes au 21e siècle, la science a compris que vous ne pouvez pas produire vitalité avec des matériaux invivants. Donc la théorie de l'évolution s'effondre dès le stade initial de la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas nécessaire, c'est pas la peine de discuter sur les spéculations comme nous sommes descendus du singe ou pas, c'est pas la peine de discuter ça, parce que juste au début, les évolutionnistes n'ont aucune explication à faire sur ce sujet-là, sur les protéines. Donc, nous avons voulu tester cette hypothèse-là. L'hypothèse, c'est, dans le temps, tous les matériaux invivants, ils sont capables de produire la vitalité. C'est la supposition évolutionniste. Donc, nous avons voulu tester ceci. Donc, nous disons que tous les matériaux nécessaires, les défendeurs de la théorie de l'évolution, ils peuvent les prendre, tous ces matériaux-là, et les mettre dans un baril comme ça.
et donc, disons, toutes les molécules, tous les aminoacides qui ne peuvent pas se produire pendant le temps, par des chances. Donc, on dit, c'est pas nécessaire, nous allons vous donner les protéines. Et donc, si ça ne suffit pas, vous pouvez prendre des autres protéines que vous voulez. Si vous ne pouvez pas le trouver sur la Terre, vous pouvez le prendre de la Lune, par exemple. Ici, si ça ne suffit pas, vous pouvez attendre autour de cette farine pour des milliers d'années. Et vous pouvez faire le chauffer ou bien vous pouvez donner de l'électricité dans les laboratoires. Vous pouvez faire des expériences. Et vous pouvez inviter les autres scientifiques autour de cette farine et attendre pour des milliers d'années. Et ce que nous faisons, c'est que dans ce farine-là, vous ne pouvez pas obtenir tous les êtres vivants. Par exemple, les chiens, les chats, les lions, comme ça, tous les plantes, les fleurs, ne vont pas sortir de cette farine. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a compris que les expériences, avec les expériences dans les laboratoires, ce n'est pas possible d'obtenir la vitalité à partir des éléments, à partir des matériaux invivants. C'est Louis Pasteur qui a dit ça. Louis Pasteur a dit, au début du XXe siècle, la vie seulement vient de la vie. Pour avoir la vie, vous avez besoin des autres cellules, des autres protéines vivantes. Donc, le deuxième point, c'est quels sont les mécanismes de l'évolution. Selon les défendeurs de la théorie de l'évolution, ils ont deux mécanismes différents. Ce sont la sélection naturelle et les mutations. Donc, ils sont deux mécanismes complémentaires. Et ces deux mécanismes complémentaires, les mutations permettent les changements génétiques dans la structure génétique des êtres vivants. Et donc, ces changements sont sélectionnés par la sélection naturelle. Et donc, de cette façon-là, tous les êtres vivants évoluent. Mais on sait bien que, qu'est-ce que c'est les mutations, premièrement? Ce sont les changements où, quand les mutations sont toujours nuisibles pour les êtres vivants, parce que ça déchire l'ADN et les nucléotides dans l'ADN. Ce sont les nucléotides adénine, thymine, guanine et cytosine. Donc, ils changent de place, se déchirent la place. On sait scientifiquement que 99% des mutations sont nuisibles et seulement 1% est neutre. Ça veut dire qu'il ne fait rien du tout. Qui n'est pas nuisible, mais qui n'est pas bénéfique non plus. Donc, c'est causé par les rayons X, les chimicales et les ultraviolets radiations. Donc, mais le résultat, c'est toujours nuisible. Voilà, les résultats des mutations que nous avons, comme vous savez, les bombes atomiques qu'on a après la Deuxième Guerre mondiale, à Tchernobyl, bien en Russie, ce sont les résultats des mutations. C'est seulement déchire ou change la place des nucléotides dans les êtres vivants, ce n'est pas bénéfique. Donc, ce que les mutations, ce que les évolutionnistes doivent nous montrer, c'est qu'ils doivent nous montrer des mutations bénéfiques qui peuvent ajouter de l'information dans l'ADN, mais on sait très bien qu'il n'y a aucun mécanisme dans la nature qui peut ajouter une information dans l'ADN des êtres vivants. Et de plus, ce n'est pas suffisant d'ajouter l'information. L'information que vous ajoutez dans l'ADN doit être d'une manière intelligente. Par exemple, imaginons un livre d'histoire qui est formé de disons, 12 chapitres. Si vous voulez ajouter une information dans ce livre-là, d'une manière qui a un sens, n'est-ce pas? Donc, l'écrivain doit écrire des phrases qui sont en continuité avec les chapitres précédents, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas de l'intelligence de l'écrivain, donc vous ne pouvez pas avoir le 13e et le 14e chapitre. Donc, l'information que vous ajoutez doit être d'une manière intelligente. Mais les mutations, nous savons que ce sont les résultats des hasards, les chances. C'est seulement change les places des nucléotides.